Eh bien bonjour, bienvenue sur ce replay, de la conférence sur l'énergia. Et oui, hier j'ai fait la conférence en direct, en live, mais j'ai oublié de déclencher l'enregistrement. Donc ce matin, eh bien on va refaire la conférence. Voilà, pour toi simplement parce que je t'ai promis le replay pour Noël. Eh bien le replay arrive puisque tu es en train de le regarder. Allez, je partage mon écran tout de suite sur cet Enéagia. Alors, pourquoi j'ai créé cette formation Enéagia? Parce que à un moment, il m'apparaissait évident qu'on n'allait pas au fond de la connaissance de la personnalité du client. Et cet outil basé bien sûr sur l'énéagramme va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la connaissance de la personnalité et surtout de voir comment des clients ont des comportements automatiques qui ne leur permettent pas de réaliser leurs rêves, de remplir leurs rêves réalisés tout simplement parce qu'il y a des comportements qui sont là, qui sont liés à un développement de personnalité. Cette personnalité, elle se développe très jeune, très tôt. On va le voir tout de suite. Euh, Mise en garde quand même dans cette formation et en général, quand on s'intéresse à l'énéagramme, je ne suis pas là pour juger les autres, mais pour m'aimer moi-même. La constante, et tu le sais si tu as lu le livre Imaginologie, c'est mon cheval de bataille. L'amour de soi, effectivement, je pense que l'être humain ne s'aime pas et que probablement toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans l'accompagnement sont liées à un manque d'amour de soi. Le manque d'amour de soi amène un déficit d'estime de soi qui amène un déficit de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à l'action quand on n'a pas confiance en soi par rapport à ce qu'on désire faire de nos vies. Donc, l'énergien, ça va permettre probablement aussi de travailler sur l'amour de soi. On le verra par rapport à différentes techniques qu'on aborde dans cette formation. Il faut savoir que l'énéagramme, le premier livre que j'ai lu sur l'énéagramme, il y a allez, 30-35 ans à peu près, un ami m'avait offert un livre sur l'énéagramme. Je l'ai ouvert, je l'ai refermé aussi sec en me disant oh là, qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz? C'est pas fait pour moi. Je me suis trompé, j'y suis revenu des années plus tard. J'ai été formé dans un master coach, un maître Pratt PNL qui liait l'énéagramme. Et puis après, j'ai lu énormément et donc je me suis formé. Aujourd'hui, je pense avoir une expertise sur l'énéagramme. Attention, dans cette formation d'énéagia, on ne va pas s'intéresser, on ne va pas faire une formation à proprement parler sur l'énéagramme, c'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser aux sous-types. Je sais que c'est important pour certaines personnes, mais je pense qu'on peut s'en passer. En tout cas, quand on s'intéresse à l'énéagia, au jeu d'imaginaire augmenté lié à l'énéagramme, je peux me passer des sous-types allègrement. Le monde de l'énéagramme, c'est une foire d'empoigne, c'est-à-dire qu'il y a des courants, il y a des gens qui pensent, mais comme dans tout courant, c'est-à-dire qu'il y a des moments des prises de pouvoir, des gens qui pensent avoir raison, avoir tout compris sur l'énéagramme, qui expliquent mieux que personne. Et donc, dans ce monde de l'énéagramme, personne n'est tout à fait d'accord sur les personnalités. Attention à ne pas être mis dans des cases. Il n'y a rien de pire que de faire une formation énéagramme et que le formateur, la formatrice vous mette dans une case et vous pensez que vous êtes comme ça et vous allez passer une partie de votre vie à modéliser vos comportements par rapport à quelque chose qui est fictif en fait, qui ne correspond pas à votre personnalité, mais on vous l'a calqué sur vous et donc attention à ça. Bien. Dans l'énéagia, nous considérons que en tant qu'être humain, lorsque nous naissons, lorsque le petit bébé humain naît, il est parfait. Nous sommes des êtres parfaits. L'être humain est programmé pour l'excellence, quel que soit, euh, j'ai envie de dire, l'état dans lequel nous naissons. Moi, j'ai travaillé en tant qu'instituteur spécialisé dans le monde du handicap, du handicap physique, et donc, ben, bien évidemment, j'ai côtoyé des enfants qui n'étaient pas parfaits aux yeux des gens qui pensent être parfaits. Voilà, je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais n'empêche que malgré un handicap, ces enfants-là
m'ont montré toute la résilience et m'ont montré qu'ils arrivaient à faire des choses extraordinaires. Regardez simplement, je me suis occupé à un moment donné de jeux handisport, le dépassement de soi dans le sport pour personnes handicapées. On va bientôt arriver aux Jeux olympiques. Les Jeux paraolympiques nous montrent le dépassement de personnes handicapées avec une idée de la perfection. Je suis un être humain, je suis programmé pour l'excellence. Donc, l'être humain est un être parfait qui naît dans un monde parfait. La nature est parfaite. La géométrie sacrée nous le montre. La nature, ben, les arbres poussent, les oiseaux volent, les poissons nagent. Tout ce monde autour de nous est parfait. Donc, le postulat de départ, je suis un être parfait qui naît dans un monde parfait. Normalement, je n'ai rien à faire. J'ai des parents aimants, même si parfois l'amour est un peu particulier. Là aussi, mon expérience d'instituteur spécialisé, quand ensuite j'ai travaillé dans un centre de handicap mental, et ce qui est plus du handicap social, là encore, je te renvoie au livre avec le premier chapitre sur Michael. Euh, Son père, à Michael, l'a aimé d'une manière particulière. Mais Michael aime son père et son père l'a aimé d'une drôle de manière, effectivement. Mais normalement, dans le meilleur des mondes, les parents sont aimants et ils donnent de l'amour à leur enfant. Donc ils abreuvent l'enfant à une source d'amour en quelque sorte, tout simplement. L'enfant est alors heureux avec son amphore pleine, c'est la métaphore de l'amphore, le contenant qui contient de l'amour que j'ai intégré. Et donc l'enfant a de l'amour en permanence à l'intérieur, il est content, tout va bien. Mais, parce qu'il y a un mais, les choses peuvent se dégrader car les parents commencent à demander des contreparties. Fais-moi un sourire. Allez, oh, regarde maman. Oui, super, fais un signe de la main. Excellent. Et puis, les parents s'extasient, c'est-à-dire que euh, ils demandent des contreparties. Quand ils ont la contrepartie, ils donnent davantage d'amour. Vas-y, mon chéri, fais-moi un sourire. Oh, fais un sourire, maman, fais un sourire. Les neurones miroirs entrent en compte, bien évidemment. Le bébé modélise, il sourit. Et là, maman s'extasie. Oh, il m'a fait un sourire, mais que t'es beau, mon chéri, que t'es beau. Jean-Pierre, viens voir, regarde comment il sourit. Fais un sourire à papa, fais un sourire à papa. Papa, et là, s'extasie. Fais un sourire à papa, fais un sourire à papa. Le bébé, neurone miroir, fait un sourire. Le papa, oh, mais qu'il est beau, qu'il est mignon, je l'embrasse, etc. Donc, il y a bien des contreparties. L'enfant est réticent au bout d'un moment sur les contreparties, puisque tout semble parfait naturellement. Pourquoi il devrait faire des choses? Pourquoi il devrait dire bonjour à la dame? Pourquoi il devrait sourire quand on lui demande? Pourquoi il devrait dire merci? Pourquoi? Alors, c'est l'éducation, bien évidemment, qu'il faut. L'éducation permet à l'enfant de s'intégrer d'autant plus, mais n'empêche que l'enfant est réticent, puisque tout semble parfait naturellement. À ce moment-là, ça se décentre un petit peu et l'enfant se met à fuir, tout simplement. Hein. Donc, l'enfant est malheureux, il veut retrouver une amphore pleine, alors il commence à porter des masques pour correspondre aux demandes et avoir de l'amour. Et c'est ainsi que commencent à se cristalliser nos comportements automatiques parce que nous portons des masques pour répondre aux attentes de l'autre. Alors, ça commence par les parents, mais on va vite prendre l'habitude. Ça va être le collègue, ça va être l'ami, ça va être le patron, ça va être les gens qu'on côtoie, nos proches, qui ont des exigences. Et pour nous donner des gratifications, pour nous montrer une reconnaissance, nous allons porter des masques qui vont nous suivre quasiment toute notre vie. Alors l'amphore continue à être rempli et l'enfant devenu adulte continue à faire. Faire plutôt que d'être, c'est bien le problème de beaucoup d'êtres humains. Je fais des choses plutôt que d'être moi-même, plutôt que de m'aimer moi-même, parce que je réponds à des sollicitations de mon entourage. Alors commence un voyage en train, j'ai pris cette métaphore-là, avec un billet sans retour. Et on doit choisir une voie, on doit choisir son voyage. Dans l'énéagramme, dans l'énéagia, il y a 9 voies qui correspondent chacune à un voyage particulier, le voyage de notre vie, je vais dire. Il faut choisir une voie parmi les 9 proposées. Le gros problème, c'est que le voyage en train, ça endort rapidement. Je sais pas toi, mais moi, quand je suis dans un train, quand je suis dans un avion, j'ai tendance à piquer un petit roupillon. Bon, eh ben c'est pareil pour ce voyage en train, ce voyage d'une vie. Les comportements deviennent alors automatiques. On n'est plus
conscient véritablement de ce qu'on fait dans notre vie, simplement. Bien. On va prendre les postulats, je l'ai mis au singulier, mais c'est le grand postulat de départ, mais c'est fait de plein de postulats de départ. L'être humain n'a pas accès à la réalité. Oui, en tant qu'être humain, nous avons des constructions mentales qui nous permettent d'appréhender la réalité, mais nous n'avons pas accès à la réalité proprement dite. La réalité n'existe pas pour l'être humain. Le cerveau travaille par économie. Oui, parce que je vais dire chronophage, c'est pas chronophage, c'est énergivore, effectivement, de créer, de penser. Et si on devait à chaque fois penser à nos comportements, faire des choses de manière consciente en permanence, eh bien, effectivement, on dépenserait énormément d'énergie, trop d'énergie, ça ne suivrait pas. Donc, nous avons des comportements automatiques. Nous créons des comportements automatiques, des comportements réflexes. Et l'inconscient est protecteur et il aime les récompenses. Et oui, on a dans notre inconscient, notre subconscient, dans notre cerveau en tout cas, nous avons le noyau accumbens qui est le circuit de la récompense. Les gens qui s'adonnent à la consommation de cigarettes le savent bien, puisque ça vient de l'adolescence. Les premières cigarettes, généralement, c'est en groupe, c'est lié au circuit de la récompense. C'est pour ça que parfois, le sevrage tabagique peut être problématique parce que il va y avoir quelque chose qu'il va falloir trouver en remplacement sur la récompense. Et nous avons bien sûr des émotions dominantes avec des comportements automatiques. Donc, on va tourner un petit peu en boucle, ce qui veut dire que chacun a sa carte du monde. Face à une situation, on prend 10 personnes, il y aura 10 personnes qui vont réagir différemment par rapport à la situation. Chacun a sa carte du monde. Je vais parler rapidement de l'ego. Je dis rapidement parce qu'on ne va pas y passer 3 heures, mais c'est juste avoir une vision, parce qu'on ne peut pas aborder l'énéagramme, l'énéagia, sans parler de l'ego. Pour Oscar Ichazo, alors Oscar Ichazo, c'est le concepteur d'une théorie qui s'appelle la proto-analyse. Hein. C'est une théorie un peu spirituelle, spiritualiste, sur la base de l'énéagramme. Oscar Ichazo, c'est quelqu'un qui a amené énormément de choses à l'énéagramme. J'en parle dans le manuel de formation, mais on ne va pas y passer 3 heures dans la formation. C'est juste un nom qui fait partie des sommités de l'énéagramme, on va dire, mais il est nécessaire quand même de le nommer. Mais pour Oscar Ichazo, il est nécessaire de faire une distinction entre l'homme tel qu'il est dans son essence et dans son ego. En essence, chaque personne est parfaite, sans crainte, on l'a vu, et se sent en harmonie avec le cosmos. Il n'y a pas de conflit entre la tête, le cœur et l'instinct, ou entre la personne et les autres. Chaque être humain, au départ, est en contact avec son essence, puis quelque chose se passe, l'ego commence à se développer. Effectivement, il y a un moment dans notre personnalité, dans notre évolution d'être humain, il y a quelque chose qui dévie à un moment donné et l'ego commence à se développer. Pour un certain nombre de courants spirituels, l'ego, c'est la représentation fausse. C'est intéressant d'ailleurs le courant spirituel par rapport à l'ego, puisque ça nous donne une autre lecture que la vision, on va dire, psychanalytique de l'ego. Donc, pour certains courants spirituels, l'ego, c'est la représentation fausse d'un individu, la représentation que l'individu se fait de lui-même. Cette représentation fait écran à la vraie nature de l'homme. Certains auteurs parlent de l'ego comme d'une fausse personnalité constituée de souvenirs et d'expériences, tout simplement. Alors, cet énéagramme, qu'est-ce que c'est? Cet énéagramme, c'est une figure à 9 points. Voilà, ça euh, c'est l'étymologie de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est une figure à 9 points. La première personne probablement à avoir parlé d'énéagramme, c'est Pythagore. Pythagore, mathématicien, numérologue, parle du cosmos comme d'une boule. On va revoir le cercle dans un instant. Il parle d'un cercle, d'une boule et de 9 notes de musique. Pour lui, c'est la représentation du mot. C'est la base de l'énéagramme. Un cercle, 9 notes de musique. Cet énéagramme, il est passé par plusieurs courants. Il est passé par les religions, les pères du désert, le catholicisme, les chrétiens qui s'en sont occupés. Donc il y a des apports, on verra sur les péchés capitaux notamment.
C'est passé par la voie spirituelle, philosophique de l'islam avec le soufisme. C'est passé par Gurdjieff. Gurdjieff, c'est un grand mystique qui a amené l'énéagramme en Europe notamment. Et puis ensuite, il y a Oscar Ichazo, on vient d'en parler, qui a amené ses apports par rapport à l'ego notamment et bien d'autres choses. Et Claudio Naranjo, qui a amené aussi d'autres choses qui sont Oscar Ichazo et Claudio Naranjo sont vraiment les contemporains, on va dire, de l'énéagramme. Mais j'en parle dans le manuel de la formation sans en faire 3 pages, bien évidemment. Euh, il y a une petite musique qui est là, mais que tu n'entends pas parce que j'ai pas mis le son. Mais je vais, avant d'attaquer la figure, on est d'accord qu'il y a un cercle et il y a 9 points. Et puis il y a un triangle. J'en parle dans la construction de l'énéagramme. On va tester ensemble. Tu vas tracer la figure de l'énéagramme, apprendre à le tracer. C'est important de comprendre pourquoi on trace un énéagramme comme ça. Les mathématiciens arabes nous ont amené la figure de l'énéagramme. Je vais arrêter le partage quelques instants. Voilà. Et puis je vais à un moment donné, voilà, refaire un partage, mais surtout je vais mettre du son pour que tu puisses entendre ce partage. Alors, partager l'écran, je vais partager l'audio et je vais te passer un petit clip pour illustrer mon propos. Je vais mettre ça en grand, voilà. Tu vas pouvoir normalement entendre le son et je te fais écouter ça et je t'explique pourquoi je mets cette musique. Voilà, j'arrête là ce morceau. J'aurais bien aimé l'écouter jusqu'au bout, mais tu peux le faire. Ce monsieur, il s'appelle Sam Maher, c'est dans le métro de New York et il joue l'instrument qui s'appelle le handpad, et un handpad à 9 tons. Donc, pourquoi je passe cette musique, ce morceau? Parce que pour moi, quand j'écoute Sam Maher jouer du handpan, là c'est dans le métro de New York, je trouve qu'il y a euh, quelque chose de céleste dans cette musique, quelque chose de d'évident, quelque chose de cosmique. Et effectivement, je pense que dans des séances, on pourrait, moi je joue déjà du tambour dans les séances, mais j'aimerais vraiment jouer un morceau de handpan pour amener quelque chose de plus à ma séance, quelque chose de plus merveilleux. Et quoi de mieux qu'un morceau joué sur un handpan à 9 tons, donc les 9 notes de Pythagore par rapport au monde, par rapport à l'expression magique du monde, tout simplement. Alors, je vais refaire un partage, bien sûr. Alors, non pas pour te passer sa mère, même si c'est lui qui arrive là. Hop, je vais hop, rebaisser ça. Et puis, remettre mon keynote. Et on va reparler du cercle, du triangle et des 9 points. Le cercle, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'univers. Ça symbolise le grand tout. Ça représente également le zéro, le rien. Et le rien, c'est le commencement. Hein. Le cercle, c'est aussi le rond, le ventre, la naissance, la vie, simplement. C'est toute la symbolique du cercle. C'est toute la symbolique de
l'énéagramme dans toute sa splendeur, on va dire. Bien. Dans l'énéagramme, il y a un triangle. Le triangle, ça symbolise la stabilité. C'est la base des constructions traditionnelles. Regardons les pyramides, par exemple. C'est le symbole de la direction avec la flèche vers le haut, mais aussi la flèche vers la droite et la flèche aussi vers la gauche. Donc c'est aussi un symbole d'orientation. C'est le symbole de la détermination, de la pénétration avec ces flèches. Et c'est la Trinité aussi dans la religion chrétienne. Et on voit que l'influence de la religion chrétienne est certaine dans l'énéagramme. Euh, quand tu fais couler du sable, quand tu fais couler du sable, naturellement, ce sable se met en triangle, il fait un tas de sable. Donc, c'est aussi la base d'une stabilité, d'une construction évidente. Les chiffres dans cet énéagramme, il y a 9 chiffres et au commencement, il y a le 9 qui est au nord. Hein. C'est-à-dire, on le verra dans l'énéagramme, si on prend l'énéagramme comme une boussole, au nord, tout en haut, il y a le 9. En numérologie, c'est l'idéal. La boucle est bouclée avec le 9. En Chine, il n'y a pas dans les hôtels de chambre 9. C'est un chiffre normalement réservé à l'empereur. Et puis, il y a Pythagore et les 9 notes de musique. Le chiffre 7, alors il n'est pas au nord, hein, tu corrigeras de toi-même, c'est parce que j'ai fait un copier-coller dans le keynote, mais il n'est pas du tout, il est pas du tout au nord. Il est même plutôt à l'ouest. Donc voilà, mais ce qui est intéressant aussi par rapport à l'ouest, mais je ne vais pas en parler là aujourd'hui. Pour les Indiens, pour les Amérindiens, ce sont les coordonnées cosmiques de l'homme, le chiffre 7. Chez les Dogons, c'est l'unicité et la perfection. Il faut savoir que les Dogons, pardon, c'est une peuplade d'Afrique qui a depuis des millénaires le dessin du système solaire. Le dessin du système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été fait par les astronomes, on va dire, il y a une bonne cinquantaine, soixantaine d'années. Les Dogons l'ont depuis des milliers d'années. Les Dogons racontent que les grands oiseaux, des êtres venus de l'espace, sont venus leur donner la lecture, la connaissance de l'espace il y a des milliers d'années. En numérologie, le 7, c'est la connaissance. Donc c'est intéressant, on va voir que le 7, c'est quelque chose de primordial dans la construction de l'énéagramme. Tu vas comprendre dans un instant. Hop, voilà. Pourquoi c'est important le 7? Parce que euh, chaque chiffre de l'énéagramme divisé par 7 va donner ce qu'on appelle une fraction périodique. C'est-à-dire que 1 divisé par 7 va donner 0,142,857. Le 2 divisé par 7 va donner 0,28571. Et on reprend 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7, c'est vraiment la base de l'énéagramme. La suite 1, 4, 2, 8, 5, 7, c'est l'ordre de désintégration de l'être humain. Je vais y revenir dans un instant. Donc retiens bien 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et je vais faire un nouveau partage. Je vais maintenant partager mon iPad pour tenter, je dis bien tenter, de faire un dessin extraordinaire. Bon, Picasso sort de ce corps. Alors, hop, logiquement, votre partage d'écran est en pause. Voilà, normalement tu vois mon iPad et j'ouvre Notability qui me sert à faire des petits dessins. Il arrive, on va éteindre ça. Ah voilà, j'avais déjà fait, ça c'est la conférence d'hier soir, tu vois, comme quoi on a travaillé hier soir, mais je le refais aujourd'hui pour toi. Alors, je prends un stylo, je vais prendre un couleur un peu sombre comme ça, et je vais faire un cercle, puisque Pythagore nous a dit que l'énéagramme, enfin en tout cas la conception du monde, c'est d'abord un cercle. Voilà, ça va, c'est pas, on y arrive. Je t'ai dit que il y a 9 chiffres et que le 9 est au nord. Après le 9, donc c'est le commencement, le 9, il va y avoir le 1. Puis il va y avoir le 2. Puis il va y avoir le 3, le 4, 5, le 6, le 7 et le 8.
Et puis on va commencer à faire cette fameuse suite numérique. On va faire le 1, le 4. Là. Le 4, je vais le relier au 2. Ah, il ne me fait pas un trait tout droit, c'est pas grave. 1, 4, 2, 8, 5, 7, qui se relie au 1. Voilà la base de l'énéagramme selon la suite numérique 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Qui correspond à la désintégration de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire, la désintégration de l'être humain? Ça veut dire que dans l'énéagramme, et c'est une bonne nouvelle, quand je fais du 1, et on dit je fais du 1, on ne dit pas je suis en 1 ou je suis 1, comme je l'entends souvent dans beaucoup de formations, parce que là, c'est je mets quelqu'un dans des cases, mais je fais du 1, hein, je me comporte comme quelqu'un qui a une personnalité en 1, donc je fais du 1. Eh bien, quand je suis stressé, je vais prendre les mauvais côtés et je vais faire les mauvais côtés du 4. Et quand je suis 4 et que je me désintègre, quand je suis stressé, la désintégration, c'est quand on est stressé, je vais faire les mauvais côtés du 2, etc. Donc, c'est le chemin de la désintégration du chemin parcouru quand un être humain est stressé, c'est son chemin parcouru avec une personnalité particulière. Et il a toujours un côté. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas monolithique. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais du 1 que mon voisin fait du 1 qu'on va avoir tous les deux les mêmes comportements. Je vais avoir des teintes un petit peu différentes, tout simplement. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vous ai dit qu'il y avait un triangle. Ben, le triangle, je vais mettre, il reste trois chiffres, ben, je vais les relier. Le 6 au 3, le 3 au 9 et le 9 au 6. Bon, mon énéagramme là est un peu bancal, ben, parce que mes chiffres sont pas placés exactement, j'ai pas fait les espaces, tu peux le voir, hein, le 8 par rapport au 9, le 9 par rapport au 1, c'est pas le même espace. Enfin voilà, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais c'est pour que tu comprennes comment tu peux tracer les diagrammes. Je t'invite à le tracer maintenant pour toi. Tu vas voir qu'il y a une petite slide après qui va t'inviter à jouer. Mais avant, je vais te passer un bel énéagramme bien fait, tout simplement. Alors, voilà, hop, on va repartager le keynote. Hein. Donc, on peut voir quand même au départ, hein, cette suite 1, 4, 2, 8, 5, 7 et au 1, c'est la base du diagramme. Puis après, on placera notre 9, notre 6 ici et notre 3 ici. Et là, on mettra le triangle pour donner la figure complète de l'énéagramme qui est celle-ci. Hein. La suite 1, 4, 2, 8, 5, 7 plus le triangle, c'est égal à la figure de l'énéagramme. Là, on a un énéagramme parfait. Ces correspondances sont importantes parce il y a des sens, il y a des sens, on voit dans la formation, intégration, désintégration, et on voit qu'on va avoir quelque chose qui va être un peu teinté. On ne peut pas être monolithique. C'est pour ça que cet outil Enneagram est intéressant. Contrairement à beaucoup de tests de personnalité qui ont tendance à mettre les gens dans des cases, quand vous comprenez l'Ennéagramme, et c'est pour ça que j'ai fait l'Ennéagia pour nous amuser en plus avec l'imaginologie, avec la méthode GIA, le jeu d'imaginaire augmenté, pour amener une autre dimension à l'énéagramme et que ce soit plus ludique et qu'on puisse l'utiliser, bien sûr, avec les gens qu'on accompagne avec nos clients. Alors, je t'ai dit, petite slide jouée, tu traces la figure, tu mets la vidéo sur pause et puis tu peux tracer ta figure comme ça. Voilà, bien. La figure est tracée, en tout cas, je l'espère. On va parler des trois centres. Nous avons, l'être humain a trois formes d'intelligence. On va commencer par le premier cerveau, on va dire, le cerveau reptilien. Et on va dire que le cerveau reptilien s'inscrit dans le centre instinctif. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Ensuite, il y a le cerveau limbique, qui est le centre émotionnel. Puis, le dernier cerveau construit, le néocortex, le centre mental. Je te rappelle que dans la construction du cerveau, dans la myélinisation du cerveau,
euh, on a une formation sur les adolescents et j'en parle dans cette formation. Des chercheurs australiens considèrent que l'adolescence commence à 10 ans et se termine à 24 ans. Pourquoi 24 ans? Parce que à 24 ans, on considère que le cortex préfrontal, donc la fin du néocortex, est terminée à 24 ans. C'est le centre de la raison, hein, le cortex préfrontal, la prise de décision, etc. C'est très rationnel. Ça se termine à 24 ans. C'est pour ça qu'on parle de l'adolescence de 10 ans à 24 ans, simplement. C'est pour ça aussi, comme ce n'est pas terminé à l'adolescence, ce cortex préfrontal, qu'il y a des conduites à risque, des prises de risque à un moment donné, parce que le cerveau limbique, le centre émotionnel, est omniprésent et l'adolescent va vraiment, vraiment prendre des risques parce qu'il est branché uniquement sur son cerveau limbique. Je rappelle que le circuit de la récompense fait partie du cerveau limbique. Le noyau accumbens là, sont là dans le cerveau limbique. Bon, le centre instinctif, c'est un peu le royaume de la colère. En fait, c'est une interrogation essentielle du centre instinctif, c'est comment. Comment gérer la situation, comment agir au mieux, comment préserver ma tranquillité. Comment je fais. Ensuite, il y a le centre émotionnel qui est le royaume de l'image et du senti, du ressenti. L'interrogation essentielle, c'est qui suis-je, qui m'aime, qui me considère, est-ce que je vais bien. Donc c'est important parce que même mon centrage sur les autres, et on le verra dans des cas particuliers que je vais te poser dans un instant, que c'est toujours par rapport à moi. Qui suis-je, qui m'aime, qui me considère, hein. C'est vraiment le centre émotionnel. Et puis il y a le centre mental, royaume de la peur. L'interrogation essentielle du centre mental, c'est pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi choisir ceci ou cela, pourquoi je ressens ça. Nous avons les trois centres en tant qu'être humain, mais il y a toujours un centre qui prédomine chez chaque être humain et tu vas découvrir dans un instant dans quel centre tu es par rapport à une situation bien précise, tu vas voir que c'est assez intéressant. Le centre instinctif, il intervient souvent, et c'est la situation que je vais te proposer, dans des cas d'accident, dans des cas d'imprévu. Hein, c'est vraiment la première réaction qui va venir. Souvent, c'est un peu colérique. Hein, je vais frapper, je vais gueuler. C'est vraiment le centre instinctif, le cerveau reptilien qui se met en route tout seul. Le centre émotionnel, là, c'est vraiment, on l'a vu, le cerveau limbique. J'ai mis un gâteau avec des bougies, par exemple, c'est vraiment, tu sais, tu es dans un restaurant, il y a un gâteau qui arrive, le serveur amène un gâteau, tout le monde se met à chanter Happy Birthday to you, et la personne souffle ses bougies et pleure, il a tellement l'émotion que ben, tu vas te mettre à pleurer aussi, tu es touché, ton centre émotionnel, c'est vraiment, tu rapportes la situation à toi aussi, ça te touche profondément à l'intérieur. Et puis le centre mental, j'ai mis un orateur avec un écran derrière, quelqu'un qui fait des cours, par exemple là comme moi, la conférence, je l'ai préparée, j'ai préparé mon keynote, j'ai préparé ce que j'allais dire, j'ai préparé mes outils, mon iPad, etc. Je suis allé chercher la vidéo de Sam Maher, etc. Donc là, c'est purement du centre mental, je m'occupe de ce qui doit être fait. Selon les situations, un centre peut être bien sûr plus mobilisé que d'autres. Je t'ai donné ces trois situations particulières. Mais si on prend une situation simple, et là je te demande, alors nous hier j'allais dire en formation, en conférence, bon, on l'a fait un peu méthode de formation, j'ai mis les gens par deux et ils ont discuté ensemble. Voilà, tu vas te faire un dialogue interne toi-même, parce que là, après tu peux travailler avec quelqu'un, si tu regardes la conférence avec quelqu'un, ça peut être intéressant. Pose-toi la question, il y a un accident qui se produit, tu es impliqué dans l'accident, accident de voiture, accident de moto, peu importe, voilà. En tout cas, tu as un accident, quelle est ta première réaction? La première réaction, généralement, c'est le centre instinctif qui se met en place, c'est je gueule. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui vont rester sur le centre instinctif, qui vont y rester un moment, qui vont gueuler, ils vont dire quel con, il y en a marre, blablabla, puis se mettre en colère après les gens, puis gueuler après la terre entière. Ils vont rester sur le centre instinctif. Il y en a d'autres qui vont passer sur le centre émotionnel. Est-ce que je suis blessé? Est-ce que ça va bien? Comment je me sens? Est-ce qu'il y a des gens blessés? Ça me concerne aussi parce qu'il y a des gens dans la voiture. Comment ça va tout le monde? Est-ce qu'il y a eu des blessés ailleurs, etc. On est purement sur le centre émotionnel. Hein. Et puis le centre mental, c'est bon, je dois garer la voiture sur le côté, je vais appeler l'assurance, tout va bien, c'est du matériel, voilà, je réfléchis autrement. Selon
ta réaction, tu vas pouvoir savoir si ton centre prioritaire, c'est plutôt instinctif, émotionnel ou mental. Sur l'émotionnel, tu peux avoir un coup d'émotionnel, repasser sur de l'instinctif en gueulant, mais c'est vraiment des cons, etc. Passer des fois un peu, bon, il faut que j'appelle l'assurance. Mais tout de suite, l'émotionnel va revenir et parfois de manière rétrospective. Donc c'est là où on reconnaît quelqu'un qui est purement dans le centre émotionnel. C'est vraiment des émotions, des inquiétudes qui tapent fort à l'intérieur. Donc analyse comment tu réagis par rapport à un accident et tu vas voir que tu vas déceler. Hier soir, on a vu, hein, c'était très clair chez tout le monde. Tout le monde a trouvé son centre. C'est assez facile. C'est ce qu'on fait aussi en formation. Alors, la petite slide jouée, là, bah, tu vas jouer tout seul, hein, tu le mets sur pause, tu te poses des questions, tu notes sur un petit papier sur quel centre tu es. Puis je revois avec toi les trois centres. Le royaume de la colère, en fait, on a trois manières. Ça concerne en fait les personnalités qui font du 8, qui font du 9 et qui font du 1. C'est le centre instinctif, c'est le royaume de la colère. Ça peut être extériorisé, un rien me met en colère et je m'exprime. Ça peut être intériorisé, je suis en colère, mais je le garde pour moi, je ne le montre pas. Et neutre, je ne suis jamais en colère. Ce qui est problématique, quelqu'un qui ne se met jamais en colère, ce n'est pas normal. La colère fait partie des émotions primaires et donc on doit pouvoir exprimer de la colère. Chaque émotion, je ne vais pas faire un cours sur les émotions ici, mais chaque émotion est nécessaire, est utile. Donc la colère est utile et il faut savoir se mettre en colère. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'avais un ami qui faisait du zen. J'ai fait longtemps du zen, la méditation zen. Et j'ai un ami un jour qui a une sale histoire parce que ça se termine quand même mal pour lui. Ça se termine en garde à vue. Un jour, il a cassé la moitié d'un bar. Il a cassé la gueule à des gens du bar. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit, il y a quelque chose qui est arrivé en moi, une force, quelque chose qui m'a poussé à d'un seul coup tout casser autour de moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une montée de colère. Mais comme il n'avait, en tant que grand zen, où tout glissait, où il ne se mettait jamais en colère, eh bien, il y a un moment où cette colère, il ne la connaissait pas, ça l'a dépassé, débordé, cette colère a débordé, et d'un seul coup, il s'est mis à tout péter. Probablement sur un déclencheur tout simple, sur une insulte, sur un truc, sur un moment particulier. En tout cas, garde à vue, dommages et intérêts, etc. Ça s'est mal passé pour lui. Donc, il vaut mieux se mettre en colère de temps en temps, apprendre à maîtriser sa colère, apprendre en tout cas à mesurer sa colère et pas la faire tourner en boucle, hein, mais ne jamais se mettre en colère, c'est pas normal. Et on verra dans l'énéagia qu'il y a des personnalités, ben justement, quand ils se mettent en colère, ça déborde. Hein. C'est un peu le chien qu'on n'a pas sorti de la journée et quand on le sort, là, ben, il se met à pisser partout. C'est un peu l'image, la métaphore que je peux utiliser. Le centre émotionnel, ça concerne les personnalités qui font du 2, qui font du 3, qui font du 4. Image et ressenti, c'est le royaume de l'image et du ressenti. Extériorisé, je fais très attention à ce que je porte, j'aime être vu, j'aime montrer mon affection, c'est important. Intériorisé, je suis très affecté par l'extérieur et très affecté par mes ressentis internes. Et puis neutre, je ne ressens rien, ou en tout cas, je ne ressens pas très bien. Je ne suis jamais certain de mon ressenti. Je ne sais jamais vraiment où j'en suis parce que ce n'est pas ma priorité, en tout cas, les émotions. En tout cas, je le prends comme ça, mais comme une défense. On verra que c'est une défense dans ce genre de personnalité. Donc, ça concerne les gens qui font du 2, qui font du 3, qui font du 4. Et puis, enfin, le royaume de la peur, le centre mental. Moi, je peux t'avouer que je suis dans le centre mental, c'est mon centre prioritaire. Et la peur, je la connais bien. Donc, extérioriser, j'aime avoir des certitudes intellectuelles et j'aime les partager. Intérioriser, je me méfie du monde extérieur que je veux comprendre pour me rassurer. Je n'aime pas trop l'introspection, les sentiments et les émotions, hein, je les fuis même plutôt. Et puis neutre, je suis constamment dans ma tête avec beaucoup de problématiques de choix. Le doute est perpétuel quant aux décisions à prendre. Ça concerne les gens qui font du 7, qui font du 6, qui font du 5. Voilà pour les 300, ça te donne déjà, en fonction de ce que tu peux mettre en miroir par rapport à toi, ça te donne peut-être encore une possibilité de deviner un peu
ce que tu fais comme numéro. Est-ce que tu fais du 1, est-ce que tu fais du 6, est-ce que tu fais du 8? Ça peut te donner des indications. Dans la formation Energia, on va procéder comme ça, comme une enquête policière. On va avancer pas à pas pour deviner dans quel type de personnalité on pourrait se situer. Il y a la question des ailes. Alors, je ne vais pas développer plus que ça, mais c'est toujours pour donner cette notion de ce n'est pas monolithique. On n'enferme pas les gens dans une personnalité. Si je fais du 2, par exemple, j'ai une aile intérieure et une aile extérieure. Chaque profil a un numéro en amont et en aval dans le sens des aiguilles d'une montre. Le numéro en amont est l'aile intérieure, un numéro en aval est l'aile extérieure. Ce qui veut dire que si je fais du 2, je vais pouvoir mettre un peu de couleur des gens qui font du 1 et un peu de couleur des gens qui font du 3 par rapport à ma personnalité. Je vais colorer un petit peu plus ma personnalité. C'est pour ça que des gens qui font du 2, il n'y en a pas deux pareils. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un petit peu plus de 1 avec ou un petit peu plus de 3 avec. Hein, pour mieux prendre son envol et donner des couleurs à son plumage, j'ai voulu tenter un petit peu de poésie dans cette slide, les amis. Quelque chose de très intéressant dans l'énéagramme et dans l'énéagia, on l'aborde, ce sont les 5 blessures de l'âme, si chères à Lise Bourbeau, les 5 masques que l'on porte pour se cacher, bien sûr, pour 9 profils. 5 blessures, 5 masques et 9 profils. C'est une autre manière de se reconnaître. On va faire un petit jeu pour te donner un petit peu des pistes. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait en formation, c'est cette partie-là, par exemple. Alors, on va voir les comportements. Mon comportement, je pense être très intransigeant. Alors ça demande un peu je dirais, d'humilité et de franchise avec soi-même. Allez, je pense être intransigeant. Je veux montrer de ce dont je suis capable. Il m'arrive parfois de répondre avant même que mon interlocuteur ait fini. Quand les choses ne vont pas assez vite et que je n'arrive pas, je ressens de la colère. J'ai du mal à côtoyer la paresse des gens qui ne font rien, m'agacent profondément. Je déteste qu'on ne me fasse pas confiance. Lorsque je ne peux tenir un engagement, je m'en veux, je préfère me forcer à les tenir. Hein, c'est vraiment marche ou crève. Il m'arrive d'être impatient, impatiente ou intolérant, intolérante. Bon, si tu penses avoir un comportement comme celui-ci, tu as probablement la blessure de la trahison. Et tu portes le masque du contrôlant. Quand on porte le masque du contrôlant, quand on a la blessure de trahison, il y a deux possibilités. Ou la possibilité orange, je m'énerve facilement, mais j'évite de le montrer, je serre les dents. Je suis souvent insatisfaite du travail rendu et j'ai peur que l'on puisse s'en rendre compte. J'aurais pu mieux faire. Hein. Des gens qui s'en veulent vraiment, qui rendent un dossier, c'est il y a une faute à la page 30, j'espère qu'il ne va pas le voir. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Ou la possibilité verte, je m'énerve facilement, je peux élever la voix facilement. En cas d'erreur, je peux facilement rejeter l'erreur sur l'autre en toute mauvaise foi. Hein, et tout va bien, hein, j'accepte cette mauvaise foi. Et contrôler ma porte de la sécurité. Donc, on voit que par rapport au comportement de base, il y a deux possibilités. Ces deux possibilités, ou ça me donne la possibilité de faire du 1, hein, ou ça me donne la possibilité de faire du 6, tout simplement. Hein, je reviens en arrière. Hop, 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 hop. Ah, ça y était. Attends. Hop, voilà. Hein, où je m'énerve facilement, j'évite de le montrer, je serre les dents. Hein, c'est une colère rentrée. Je suis souvent insatisfait du travail rendu. J'ai peur qu'on puisse s'en rendre compte. J'aurais pu mieux faire. Ça, c'est quelqu'un qui va faire du 1. Où je m'énerve facilement, je peux élever la voix. En cas d'erreur, je peux facilement rejeter l'erreur sur l'autre en toute mauvaise foi. Contrôler ma porte de la sécurité. Ce sont des gens qui font du 6, tout simplement. OK? Bien, mon comportement, un autre comportement. J'aime la solitude. Je ne suis pas très attaché au matériel. Je me demande parfois si je peux apporter quelque chose au monde. Hein, quelle est ma contribution au monde? Je ne pense pas devoir être le point central d'une attention particulière. J'évite de trop attirer l'attention sur moi. Si tu te reconnais là-dedans, tu as deux possibilités. Alors d'abord, ça veut dire que tu as le masque du fuyant parce que tu as la blessure du rejet. Euh, La blessure du rejet, ça peut être, par exemple, ça peut venir, je ne fais pas un cours sur les blessures, ça c'est en module 3 du cursus en imaginologie, mais par exemple,
des parents qui voulaient un garçon, puis ils ont une fille. Bon, ils vont dire à leurs amis, ils aiment leur fille, c'est pas le problème, mais ils sont un peu maladroits. Et ils vont dire, ah bah nous on voulait un garçon, hein, Marc, on voulait un garçon, bah ouais, on voulait un garçon. Et puis pas de bol, bah voilà, c'est Juliette qui est née. Ah bah Juliette, mais oui papa et maman ils t'aiment. Ouais, n'empêche que c'est dit quand même. Il y a un petit truc de rejet là qui arrive. Et en tout cas, je porte un masque du fuyant et on voit qu'effectivement, bah, je cherche plutôt à fuir les gens, à pas m'investir dans des relations. Il y a là encore deux possibilités. Je me ferme, je m'isole, j'aime être seul, j'ai une facilité à fuir une situation ou une personne, hein. Ou alors, je peux me priver de mes besoins en pensant que je ne suis pas prioritaire, je suis porté à fuir les situations de conflit. Possibilité de faire du 5 ou possibilité de faire du 9, tout simplement. Là encore, on voit qu'on n'est pas fermé dans ces possibilités, tout simplement. Je vérifie mon petit micro. Hop, 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 voilà. Voilà, je serais mieux au niveau du son normalement, on est plus isolé entre nous. Possibilité donc de faire du 5 ou de faire du 9, tout simplement. Mon comportement, j'aime le contact humain, j'aime les expériences, j'ai tendance à avoir des émotions un peu en dents de scie. Je suis à l'aise avec le fait d'attirer l'attention. J'aime prendre la parole en groupe. Bon, voilà un comportement. Là encore, il y a une blessure, la blessure d'abandon, avec un masque du dépendant. Deux possibilités. Je me confie facilement aux autres et je montre mes émotions. Je peux aller très très loin dans mes émotions en les montrant, hein. L'émotion ne me dérange pas, c'est pas un problème pour moi. J'ai de la difficulté à rester seul chez moi et je m'habille spécialement pour sortir. Je vais mettre des habits spéciaux pour sortir. Je me confie facilement, une autre possibilité, aux autres et je passe un bon moment. J'ai de la difficulté à rester seul chez moi, il faut que je bouge tout le temps. Je suis à la recherche de la fête, je pourrais rajouter, je suis à la recherche d'émotions, je suis à la recherche de, de rencontres, de rapports humains, en fait, simplement. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne la possibilité de faire du 4 ou la possibilité de faire du 7. Note bien les numéros, hein. Tu peux repasser un peu en arrière la vidéo si ça va un peu vite pour toi. Mon comportement, je pense avoir beaucoup d'énergie. J'aime que les choses soient faites selon mes plans. J'ai la capacité de protéger mes proches en tant que tribu généralement, hein. C'est à moi, c'est moi le chef de tribu, je vous protège. Je suis exigeant avec moi-même, j'ai parfois tendance à exagérer. Je peux me fermer et m'isoler. Pour réfléchir, je préfère fuir la situation et la personne momentanément pour y revenir un peu plus tard. C'est une blessure d'injustice avec le masque du rigide. Et là, tiens-toi bien, il n'y a qu'une possibilité, la possibilité de faire du 8. On viendra sur les personnalités. Allez, dernier comportement, je peux avoir un sentiment de honte lorsque je n'arrive pas à réussir ce que je me suis fixé comme objectif. Je n'aime pas trop profiter de la vie pour mon seul plaisir. J'aime le contact humain. On dirait même que j'attire les autres sans le faire exprès. Les autres viennent vers moi. Je n'aime pas mettre les autres dans l'embarras. C'est la blessure d'humiliation, le masque du masochiste. Souvent des gens qui rejouent leurs blessures, qui aiment se mettre en échec, aiment se faire du mal, oublier leurs besoins généralement. Il y a deux possibilités. Je suis attentif à toute personne qui aurait besoin d'aide. Je peux me priver de quelque chose si je sais que ça va faire plaisir à l'autre. Ou alors, je suis attentif à toute opportunité d'activité concrète. Je sais toujours qui peut m'aider dans un travail. Je peux me priver pour travailler et réussir. Je pourrais dire, je suis un peu coupé de mes émotions aussi. Possibilité ou de faire du 2 ou possibilité de faire du 3. Voilà. Petite parenthèse, qui n'en est pas une vraiment, sur le masque. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec des Amérindiens et le chaman avec qui je travaillais m'a dit un jour, on va travailler ensemble, je te préviens que je vais t'enlever tes masques, mais ne t'inquiète pas, je te les remettrai quand tu partiras, parce que dans ta société, tu ne peux pas vivre sans masque. C'est ce que je t'ai dit au tout début de cette conférence. On met des masques, on adopte une personnalité simplement pour survivre, hein. Question d'ego, souviens-toi de ce qu'on a dit sur l'ego.
Dans la Rome antique, les acteurs de théâtre, seuls les acteurs de théâtre, en fait, portaient un masque qui était souvent en cire. C'était des masques en cire au tout début dans la Rome antique. Ces acteurs étaient en fait des esclaves. Et on leur retirait le masque simplement lorsqu'ils étaient affranchis ou lorsqu'on les exécutait. Ils se retrouvaient alors sans la cire, sine cera en latin. En latin, ça veut dire sincère. Sine cera, c'est l'étymologie de sincère. Quand j'enlève mon masque, je suis sincère. C'est pas forcément facile. En imaginologie, on le travaille sur le module 3. On a des méthodologies pour bien travailler ça, avec bien sûr couplé à la rencontre de l'enfant intérieur. On va travailler l'enfant intérieur pour être le plus possible sans les masques. Il faut savoir qu'on peut se passer des masques, mais les blessures resteront toujours les blessures. On ne peut pas se défaire d'une blessure d'enfance, d'une blessure de l'âme. On a toutes ces blessures, on a les 5 blessures de l'âme. On en a 2 dominantes, mais on ne s'en débarrasse jamais. C'est comme ça. Le jeu psychologique, on fait un petit tour aussi sur le jeu psychologique dans la formation Enéagia. Le jeu psychologique, je rappelle, c'est de l'analyse transactionnelle. On va parler du triangle dramatique. Stephen Karpman. Stephen Karpman, c'était un élève d'Eric Berne, grand spécialiste de l'analyse transactionnelle. Hein. Je te rappelle le livre d'Eric Berne, à ne pas confondre avec Stéphane. Stéphane, c'est le loto du patrimoine, hein, c'est les châteaux, tout ça. Eric, c'est l'analyse transactionnelle. Il a écrit un livre qui s'appelle Des jeux et des hommes, et on parle des jeux dramatiques, des jeux psychologiques. Et Stephen Karpman a développé un modèle, le triangle dramatique, le triangle de Karpman. Ce sont des relations dysfonctionnelles qui sont manipulatoires. Ça concerne 80% des relations humaines. Ce n'est pas souhaitable. C'est inconscient et involontaire. Et la vigilance du praticien GIA, de l'imaginologue, ça va être de ne pas rentrer dans le triangle parce que les gens qu'on reçoit vont essayer de nous mettre dans ce triangle. Ce triangle, c'est quoi? C'est les relations basées sur un persécuteur, un sauveteur et une victime. On a tous un rôle prépondérant dans ce triangle, souvent le même dans des situations de conflit. Le persécuteur, il fait souffrir l'autre pour tenter de canaliser ses propres peurs et ses propres douleurs. Quand on endosse le rôle du persécuteur, on tente de s'imposer ouvertement. Hein, je dois leur dire comment il faut être et agir car je sais mieux et j'ai raison. On a ce rôle de persécuteur. Le sauveteur, il vole au secours de l'autre, même quand l'autre n'a rien demandé, hein, pour son propre bien, parfois au détriment de celui d'autrui. Quand on endosse le rôle de sauveteur, on cherche à dominer en se rendant indispensable. Les autres sont faibles, je dois les aider. Et puis la victime se sent impuissante, irresponsable et espère que quelqu'un soulagera son malaise interne. Quand on endosse le rôle de victime, on cherche à dominer en apitoyant l'autre. Je suis faible et on doit m'aider. Aide-moi, s'il te plaît. Voilà le triangle. Alors, pour donner un exemple du jeu dramatique, j'ai fait ce petit scénario. Le mari, bon, c'est monsieur et madame Durand qui vont chez monsieur et madame Dupont. Ils ont rendez-vous à 8 heures et il est 7h30, puis ils ont de toute façon une bonne demi-heure de route. Donc, ils sont déjà en retard. Donc, le mari va appeler sa femme en disant chérie, t'as vu l'heure? Plutôt que de lui poser clairement la question, il dit t'as vu l'heure? Sous-entendu, dépêche-toi. La femme qui est dans le jeu, ouais, je sais, arrête de me speeder, tu m'énerves. Et là, ça part en cacahuète, il y a de fortes chances qu'il n'aille pas au dîner. Finalement, ils vont appeler les Dupont en disant bah on va pas venir parce que Jessica se sent pas bien. Voilà, ils vont trouver une excuse. Mais comme Madame est intelligente, elle sort du jeu, elle va dire OK mon cœur, je sais que je suis en retard. Laisse-moi encore 10 minutes s'il te plaît. Tu sais, je vais être la femme la plus belle de la soirée. Et là, le mari, il va soupirer, bien sûr, mais il va le supporter. Et quand il va voir sa femme arriver, il va dire ah, ma chérie, t'es magnifique. Allez, on y va, on se dépêche. Et puis, bon, il va rouler un peu comme un fou sur la route, mais ils vont s'en sortir. Donc, en fait, pour ne pas rentrer dans un triangle dramatique, il faut jouer sur l'humour. Et sinon, entrer dans le jeu avec humilité, en position méta, c'est-à-dire je regarde la situation du premier étage et je m'intéresse uniquement au factuel parce que ces situations sont très fréquentes. Nous, on aborde hein, ce triangle dramatique, là encore, dans le cursus de l'imaginologie, parce que c'est important de voir que parfois les gens qu'on reçoit, nos clients, hein, vont nous mettre, malgré eux, ils vont rentrer dans le jeu dramatique et si on n'y fait pas gaffe, on va aussi rentrer et on va être dans une situation de communication qui n'est pas souhaitable.
et qui est manipulatrice. Donc, où on est sauveur, sauveteur, ou persécuteur, ou victime. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir que si on est sauveur, on a de fortes chances de faire du 2, du 5 ou du 6. Si on est persécuteur, on a de fortes chances de faire du 1, du 3 et du 8. Et si on est victime, on a de fortes chances de faire du 4, du 7 et du 9. Voilà, tout simplement. On aborde dans la formation également les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est un concept de la PNL, programmation neurolinguistique, hein. Bandler et Grinder, qui nous ont amené un formidable outil qui s'appelle la PNL. Ce sont des filtres, des logiciels, comme des logiciels qui traitent les informations pour nous en tant qu'êtres humains. On a des classements, des priorisations, sont des attitudes cognitives, comportementales, sont aussi des expressions qu'on emploie. Et donc, ça s'appelle des métaprogrammes. Les métaprogrammes, j'en prends 5. Le tri primaire, je vais y revenir dans un instant. Comment je regarde le monde, l'implication, comment je me connecte au monde, la comparaison, comment je compare le monde, la vision du temps, comment je vis le monde, et la direction du critère, comment je me dirige dans le monde. On a 5 métaprogrammes qui vont être très intéressants pour dévoiler un peu notre personnalité. Ce qui fait que dans cette formation, on va faire cette enquête pour affiner un petit peu. Alors, je reviens sur les métaprogrammes. L'implication, c'est... Alors, je vais prendre les filtres de tri d'abord. D'abord, si je suis tri information, est-ce que c'est l'information qui prime pour moi? Est-ce que c'est l'activité? Est-ce que je m'intéresse à comment ça se passe, à ce que font les gens, etc. Ou est-ce que je suis dans un tri relation, c'est-à-dire je m'intéresse de manière prioritaire aux gens? À ce moment-là, bah, où je fais du 1, du 5, enfin, voilà, on voit. Sinon, dans l'application, est-ce que je suis proactif ou est-ce que je suis plutôt réactif? Dans la comparaison, est-ce que je suis plutôt dans le matching, le verre à moitié plein, ou le mismatching, le verre à moitié vide? euh, Moi, je fais du mismatching. Alors, j'ai arrêté parce que quand des copains m'appelaient, par exemple des copains entrepreneurs qui me disaient ah, salut Lou, ça va? Ouais, tu sais que j'ai un super projet, je vais faire ceci, cela, machin. Comme j'ai une tendance à être en mismatching, je voyais en fait le verre à moitié vide. Et alors sans être aucunement jaloux ou quoi que ce soit, mais de manière naturelle, mon penchant, c'est d'être dans le mismatching. Et donc, je vois ce qui manque plutôt que ce qu'il y a. Alors, je disais, ouais, super ton projet. Tu feras attention quand même. Est-ce que tu as pensé à ça, à ça? Tu sais, moi, je suis coach normalement dans la vie. Là, c'est pas normal d'avoir cette réaction-là. Donc, j'ai vraiment travaillé mon mismatching. Et maintenant, je ferme un peu ma bouche et je passe du côté matching. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on se rend compte de comment on est grâce à l'énéagramme, grâce à l'énéagia, je vais pouvoir corriger un peu mes comportements pour avoir un comportement un peu plus compatible avec ce que je fais, avec peut-être ma philosophie de vie, en tout cas ce que je me fixe comme objectif dans ma vie. La notion de temps, est-ce que je suis in time, est-ce que je suis through time? Through time, c'est que je séquence pas mon temps, je suis à travers le temps, ou est-ce que je suis dans des séquences de temps passé, présent, voilà. La direction, est-ce que je vais vers quelque chose ou est-ce que je m'éloigne de quelque chose, hein? Voilà, donc c'est aussi ça. Voilà un petit peu l'heure du bilan. Donc on voit bien qu'on travaille sur les trois centres, le yin, le yang, le neutre, les blessures, le triangle dramatique, les métaprogrammes, les 5 métaprogrammes. Et normalement, dans la formation, tous les gens, en fait, savent à peu près où ils se situent, comprennent un peu mieux comment ils fonctionnent et sont donc plus à même de s'aimer eux-mêmes. Alors, on va passer aussi par les péchés capitaux définis par l'Église. Il y a 7 péchés capitaux: l'avarice, l'envie, la paresse, la gourmandise, l'orgueil, la luxure et la colère. Et il y en a que 7. Alors, il nous en faut 9 parce qu'on a 9 profils. Eh bien, l'Église en a oublié 2, dis donc. Elle a oublié le mensonge. Eh oui, le mensonge n'existe pas comme péché dans l'Église. Et la peur n'existe pas comme péché dans l'Église. Curieux, non, hein? Donc, en tout cas, on va retrouver les brebis et les bergers, on va les mettre ensemble. Et ces péchés vont nous donner aussi des indications précieuses sur qui on est vraiment. Bien, les appellations de l'énéagramme, c'est si je fais du 1, je vais m'appeler le perfectionniste. Tout ça est lié à des croyances. La croyance du 1, c'est toujours une question de vie ou de mort. Dans la psyché, bien sûr, hein, pour le subconscient, ça n'a aucune réalité. Si je fais du 1, je crois que je suis nul, et si on découvre que je suis nul, je vais mourir. Donc je cache un petit peu cette faiblesse que je crois avoir, alors que je suis pas nul du tout, hein, bien évidemment, ce sont des constructions mentales, on l'a vu en début de conférence, il n'y a pas de réalité, mais voilà.
Sur la personnalité qui fait du 2, on l'appelle l'altruisme. Si je ne suis pas aimé, je vais mourir. Donc je suis à la constante recherche de l'amour, en fait, simplement. L'amour de l'autre. Je vais chercher de l'amour chez l'autre, je vais rendre service pour avoir de l'amour, etc., etc., des compensations. Le 3, c'est le battant. La personne qui fait du 3, on l'appelle le battant. Si je ne réalise pas quelque chose de tangible, je vais mourir. La personnalité qui fait du 4, c'est l'artiste. Si je suis comme les autres, je vais mourir. Je suis différent. Dans mes émotions, dans mon habillement, dans mon comportement, je suis différent. Je ne peux pas être comme les autres. La personnalité qui fait du 5, c'est l'observateur. Si je ne comprends pas le monde, je vais mourir. Le 6, c'est le loyal. Il faut des règles dans cette société pour la loyauté, pour être fidèle. J'ai des règles, je me fixe des règles. S'il n'y a pas de règles dans ce monde, je vais mourir. La personnalité qui fait du 7, c'est l'épicurien. Si je reste immobile, je vais souffrir ou mourir. C'est pour ça que c'est un peu les ébulons qui vont aller chercher toujours des opportunités, voilà, des choses à faire, des gens à rencontrer, etc. La personne qui fait du 8, c'est le protecteur. Si je suis faible, je vais mourir. Donc je passe en force, je défends les miens, etc., etc. Et puis le 9, c'est le médiateur, à horreur du conflit, etc. Aime par-dessus tout l'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie dans ce monde, je vais mourir. Donc, je m'évertue à mettre de l'harmonie dans le monde. Donc, voilà un petit peu les appellations et rapidement un peu les croyances qui animent ces personnalités-là, hein, tout simplement. Alors, l'énergia, c'est 9 profils pour jouer autrement parce que dans cette formation, j'ai créé 9 techniques liées à chacun des profils pour éviter, lorsqu'on travaille en imaginologie, pour éviter que les gens ne restent dans leur compulsion, hein, qu'ils soient vraiment dans quelque chose de je m'épanouis, je peux profiter de mon plein potentiel. C'est ça le but de l'énergia, c'est de jouer pour que les gens s'épanouissent simplement. On fait un petit tour par les pierres. Bon, je ne vais pas m'attarder là dans cette conférence-là, mais on voit que il y a des pierres qui sont euh, propice, je vais dire, à l'épanouissement chez chaque personne, on peut toujours s'amuser à donner des indications aux gens qu'on accompagne en disant, bah écoute, voilà, tu peux porter, si tu fais du 3, tu peux porter une améthyste, ça va te faire du bien. Pourquoi? Ceci, on le détaille bien sûr en formation et dans le manuel de formation. Hein, pas dans le but de faire de toi un lithothérapeute, mais en tout cas, il y a une notion de lithothérapie voilà, basique, mais qui peut être utile. Les gens aiment les pierres, ça donne un peu de corps à l'exercice de ta profession d'accompagnant, on va dire. Bien. Allez, on voit une technique, j'avais promis. Alors, cette technique, tu vas la trouver dans le mail, hein, où là, tu trouves le lien YouTube de cette conférence. Euh, Tu vas avoir le PDF. Cette technique du galet, elle permet vraiment à la personne de se débarrasser de ce qui l'encombre et peut-être de ses comportements compulsifs pour s'épanouir davantage, prendre soin de soi et là encore de s'aimer davantage. Je vais d'abord demander à la personne de faire la liste de 3 sensations, expériences désagréables vécues à l'instant T. Quand je dis à l'instant T, c'est quelque chose là, quand je suis à l'instant T dans le cabinet, dont je ne veux plus. J'ai fait une séance hier matin. La personne que j'ai accompagnée, par exemple, voulait se débarrasser du fait de parfois je ne vais pas jusqu'au bout des choses. Euh, Parfois je ne suis pas honnête envers moi-même. Donc des choses, des comportements, des choses qui la gênent simplement. Je vais demander à la personne de symboliser ces 3 sensations, expériences, comportements désagréables. Donne-moi un symbole. Tiens, pense simplement quand tu n'es pas honnête avec toi-même. C'est quoi le symbole? Oh, bah, ça va être un cactus. Ok, c'est un cactus. Ok, moi je le note, hein. Et puis voilà. On fait ce qu'on appelle en imaginologie la transition alpha, c'est-à-dire qu'on amène la personne à se concentrer, être dans un état propice à imaginer. Et on va lui demander d'imaginer 3 galets, d'être dans un lieu. Alors, où je place la personne directement à la plage, ou là, dans la technique,
Hier, je l'ai placée directement à la plage, mais je peux la mettre à la rivière. C'est pareil, la rivière est quand même importante. Donc, je vais le mettre au bord de la rivière et je vais demander au bord de la rivière de trouver trois galets, simplement. Alors, tu prends trois galets, tu imagines que tu as ces trois galets et tu vas écrire les symboles, tu vas dessiner les symboles. Là, j'ai mis et quoi écrire ces trois éléments, mais c'est mieux de passer par la symbolique. Tu dessines un symbolique sur chacun des galets. Et puis, je vais compter jusque 3, et puis tu vas lancer dans la rivière ces trois galets. Avant, je vais probablement améliorer la rivière. Il y a une rivière devant toi. Comment tu pourrais l'améliorer? Comment cette rivière, elle pourrait être la plus jolie? Est-ce qu'il faudrait mettre un petit pont? Est-ce qu'il faudrait mettre des petites fleurs autour, des plages, etc., etc. Comment tu peux imaginer cette rivière la plus jolie possible? Et à 3, tu vas lancer ces galets dans la rivière. Un, 2, 3. Hop, tchac, tchac, tchac. Les galets sont tombés dans la rivière. Et là, de manière magique, il y a un banc de poissons qui arrive. Il y a plusieurs poissons qui arrivent et qui vont coller leur bouche sur les galets et effacer. Ils vont. Je fais bien le poisson, hein, ça m'a pris 2 ans. Donc simplement d'effacer avec leur bouche, hop, 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 les symboles sur les galets. Et puis ces galets voyagent dans la rivière, simplement comme ça. La rivière coule, donc les galets roulent et arrivent jusqu'à la mer. Et ces galets, on va mettre une grande horloge du temps. On va dire que les aiguilles s'accélèrent, que les secondes deviennent des minutes, qui deviennent des heures, qui deviennent des jours, qui deviennent des mois, qui deviennent des années. Et ces galets deviennent du sable, simplement. Ils sont broyés par la mer et ils deviennent du sable. Alors, on va laisser la mer se retirer un petit peu et laisser ce sable-là apparaître. On va demander à la personne d'imaginer, de dessiner un animal sur le sable. Qu'est-ce que tu voudrais dessiner sur le sable? Là, mon client hier, il a dessiné un renard, simplement. Alors, de regarder ce dessin de renard, et là, de manière magique, hein, simplement, l'animal devient vivant. Il y a un vrai renard devant toi. Et de demander à ce renard de quoi il a besoin. Qu'est-ce que tu veux, renard? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Le renard va répondre. On peut en profiter pour faire un câlin au renard. Ce qui est bien quand on fait un câlin, c'est qu'on peut dire au client, ah ben là, tu sais, le renard te donne un message magique, peut-être une phrase, peut-être un mot, peut-être une chanson, peut-être une image, simplement, de le prendre, de l'intégrer. Et puis de revenir à l'arbre. Alors, chaque séance d'imaginologie, normalement, on commence par améliorer un arbre, hein. Donc là, on va retourner à l'arbre, l'améliorer encore et faire ressentir l'épanouissement que la personne reçoit. C'est normal puisque elle se détend, puisqu'elle a enlevé un comportement qui n'était pas utile, dont elle voulait se débarrasser tout simplement. Bien. Les symboles utilisés, parce qu'en imaginologie, on utilise toujours les symboles. Pourquoi on met les galets? Les galets symbolisent les obstacles dans son parcours de vie, peut-être sa propre résistance au changement, sa résistance au bon déroulement de son épanouissement. La rivière, ça symbolise les émotions, c'est le siège des émotions, on l'utilise beaucoup dans les odyssées allégoriques en imaginologie. Si on améliore la rivière, on va travailler sur la régulation des émotions. Les poissons, lorsqu'ils sont en nombre, symbolisent l'arrivée des choses positives dans notre existence et la résolution d'un problème. Les vagues, ça symbolise le potentiel, la puissance, bien sûr, hein, les vagues de la mer. Le sable peut symboliser l'incertitude qui est encore présente. Il faut stabiliser le sol encore instable. Donc, quand on s'occupe du sable, quand on dessine sur le sable, on maîtrise finalement l'incertitude, hein. On stabilise lorsqu'on fait l'acte de dessiner dans le sable. La mer et la plage signifient ressentir le besoin de se détendre, le lâcher prise, d'oublier les problèmes. L'arbre, c'est la représentation de soi-même. L'améliorer, c'est augmenter l'estime de soi, mais d'abord l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. On fait toujours en imaginologie un gros, gros travail d'amélioration de l'arbre. Et puis le chiffre 3, ça représente l'équilibre, l'expression de soi et l'esprit libre penseur. Voilà, donc cette technique, tu l'as, tu as le PDF dans le mail que je viens de t'envoyer. Voilà, bah écoute, on a terminé. Merci beaucoup de ta confiance. Tu as le replay de cette conférence. J'ai pas fait l'enregistrement hier, mais finalement, j'étais content de la faire ce matin. Ça m'a fait une bonne énergie du matin. Voilà, je suis en pleine forme pour ma journée. Merci en tout cas d'être là. Merci de ta confiance. Tu as les dates de la formation L'Energia. Je crois vraiment que c'est une formation nécessaire, utile et je dirais même indispensable pour la connaissance de soi en tant que praticien, praticienne, imaginologue, mais c'est aussi une connaissance bien sûr des gens qu'on accompagne, de leur amener des clés
essentiel à leur épanouissement, à leur plein potentiel, à réaliser leurs rêves, réaliser tout simplement. Merci beaucoup pour ta confiance. À bientôt. J'espère te voir en formation. Et puis, à très vite. Allez, bye bye.